Merci de votre fidèle et aimable attention. Nous recevons sur ce plateau Ndeye Astou Ndiaye, maîtresse de conférence titulaire à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, docteure en sciences politiques, autrice de romans et nouvelles, chargée de communication du CUD, entendez le collectif des universitaires pour la démocratie. Docteur, bienvenue sur ce plateau de Sénégal. Merci beaucoup à vous, Monsieur Diallo. Merci. Je disais que vous étiez la chargée de communication du collectif des universitaires pour la démocratie. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation de votre collectif ? Voilà, pour l'instant, je m'occupe, je suis la responsable de la communication. Après, je ne sais pas si on va prendre le terme chargé de communication. Je pense que c'est trop dire. Le collectif des universitaires pour la démocratie, c'est un collectif qui est né récemment, justement, qui a été très touché par la situation que traverse notre pays et une situation de crise que traverse notre pays. Et je le dis bien depuis le 3 février, pas avant. Depuis le 3 février, lorsqu'on a vu notre chef de l'État sortir et nous dire que les élections ne pourront pas se tenir finalement le 25 février. Alors qu'on sait la sacralité et l'intangibilité du caractère en fait de ces élections-là et de la date dont devait se tenir en fait cette élection présidentielle. Mais avant cela, beaucoup d'événements ont bouleversé le cours normal de la vie politique, disons-le ainsi. Mais pourquoi maintenant ? Pourquoi maintenant ? Parce que tout simplement, on réfléchit beaucoup dans les amphis, en dehors de nos amphis. Et on a vu que en fait, notre rôle de citoyen, qui est primordial, parce que notre premier rôle, c'est celui du citoyen. On est citoyen avant d'être universitaire. L'universitaire, ça vient après notre faculté et notre citoyenneté. Et donc, on s'est dit, en fait, on fait partie de cet espace public qu'on partage avec d'autres, et on devrait prendre la place qui est nôtre. Et cette place, c'est justement de participer à ce débat, mais aussi de participer aussi aux échanges que connaissent en fait l'espace public. Au lieu de rester dans cette tour d'ivoire qu'on nous connaît, c'est-à-dire très éloigné du monde politique, mais aussi de l'espace public tout simplement, il faudrait qu'on cherche à être dans cet espace public-là. Non pas pour imposer un savoir, ce n'est pas du tout le cas, c'est pour proposer, comme d'autres le font, apporter notre contribution à la construction de cette société qui est la nôtre, mais aussi de cette nation qui est la nôtre, c'est-à-dire la nation sénégalaise. Pourtant, il y a eu aussi beaucoup de sujets qui vous ont sans doute interpellé. Il y a eu des universitaires qui ont isolément écrit sur des questions d'actualité, mais nous n'avions pas vu cet engagement, un collectif. Pourquoi le choix d'avoir mis sur pied un collectif et non des faits et des initiatives isolées? Les initiatives isolées, on pensait à un moment donné, c'était des manifestes, très souvent. On pensait à un moment donné que ça allait servir. Parce que c'était pour interpeller l'autorité publique. C'était pour interpeller les politiques. Apparemment, ça n'a pas du tout été entendu. Ça n'a pas eu forcément l'effet escompté, même si ça a percuté par-ci, par-là d'aucuns, et que certains se sont arrêtés aussi à l'importance de ces manifestes-là. Ces manifestes-là qui se sont basé que sur la scientificité et très souvent sur du droit, sur la technicité du droit pour pouvoir être mis sur pied. Mais au-delà, en fait, vous me demandez pourquoi maintenant et comment avec le CUD et pourquoi maintenant? Parce qu'on a senti en fait la situation échapper aux uns et aux autres. Et notamment à nous-mêmes, universitaires. On ne s'attendait pas à ce que le 3 février, le chef de l'État sorte et nous dise, finalement, le corps électoral n'est pas convoqué à cette date, je le remets à sine die. On se dit, mais non,
c'est pas à cela dont on s'attendait. Nous, on s'attendait à ce qu'il y ait vraiment un processus électoral qui va jusqu'à son terme, même s'il y a eu après des soubresauts, vous l'avez dit, des événements qui ont alerté toute la population, notamment de 2021 à maintenant. Mais à chaque fois qu'il y a eu un souci, les universitaires sont sortis avec la manière, en interpellant par des papiers, par l'écrit, en mettant en avant le savoir et une certaine distance aussi par rapport aux questions qu'on traite, en nous positionnant de telle sorte qu'on puisse en fait pas faire d'analyse à chaud, mais de faire des analyses de manière très froide et de manière très reculée, restant dans cette objectivité. Mais je dis très souvent aussi qu'il faut qu'on arrête de dire oui, l'engagement n'est pas universitaire. L'engagement a toujours été universitaire. Mais au moment où vous menez cette bataille, on voit un certain silence, entre guillemets, ou bien le syndicat autonome dans l'enseignement supérieur, le SAES, n'est pas assez visible. Comment expliquer ça? Est-ce que ce n'est pas paradoxal? Au moment où beaucoup d'organisations écrivent, élèvent la voix pour se prononcer sur ce qui se passe actuellement au Sénégal. Aussi bien le syndicat, le SAES que le SUDES se sont prononcés par le biais de communiqués. Comme on le dit très souvent, sans doute les textes ne sont pas très lus, on privilégie pas l'écriture et la lecture. Mais ces deux syndicats qui se sont à leur manière manifestés, qui ont publié des communiqués pour dire en fait il faudrait quand même que les uns et les autres prennent leurs responsabilités. Mais le CUD en fait, il y a des membres du SUDES, du SAES dans le CUD. Voilà. Et donc à partir de ce moment, c'est pas forcément un syndicat, c'est un collectif encore une fois d'universitaires sénégalais du monde entier, sénégalaises et sénégalais, du monde entier et de toutes disciplines confondues. Donc il n'y a pas que des juristes ou des sociologues, il y a des médecins, il y a des professeurs en mathématiques, il y a des philosophes entre autres disciplines qu'on peut citer. Et donc on s'est dit, il faudrait qu'on prenne notre place dans cet espace public-là pour un seul but. Pour un seul but. Participer à la construction et participer activement à la construction de la société sénégalaise. Chose qu'on ne faisait pas forcément de cette manière-là en menant des actions. Maintenant, la situation demande qu'on mène des actions concrètes et qu'on dise au chef de l'État, à l'autorité publique, arrêtez, vous avez touché à l'âme de notre État, c'est-à-dire à la Constitution. Eh bien, je vais vous taquiner un peu. Des étudiants disent que l'UCAD, c'est un détenu politique, pour utiliser un terme qui est couramment utilisé. Depuis 8 mois, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar est fermée. Pourquoi vous ne vous êtes pas activé pour la réouverture de l'université Cheikh Anta Diop? On s'est activé pour ça. Encore une fois, pourquoi vous n'avez pas mis sur place le CUD? Et justement, les premières sorties du CUD, c'était par rapport à cette question-là, à la réouverture de l'université. Encore une fois, je dis bien qu'on a préféré peut-être le moyen de communication qui n'était pas porteur, c'est-à-dire l'écrit, chose qui peut-être n'a pas eu les effets escomptés, parce qu'on est toujours dans l'oralité, dans la communication orale. Et il a fallu qu'on fasse une conférence de presse pour que pour qu'on soit plus entendu. Mais ce que je voudrais dire par là, c'est que la fermeture de l'université Cheikh Anta Diop comme étant un détenu, moi-même je l'ai mis comme statut, je pense qu'il n'y a pas que les étudiants libérés de l'université Cheikh Anta Diop. Dans aucun pays au monde, on peut se permettre vraiment de voir une université fermée pendant 8 mois pour des questions qu'on ne maîtrise pas. Et quand je dis on, je dis nous, les acteurs de l'université, les parties prenantes de l'université, c'est-à-dire les enseignants, les étudiants et le personnel administratif. On ne peut pas aujourd'hui vous dire, voilà la raison plausible, la raison exacte qui fait que l'université ait été fermée. On ne peut pas vous le dire. On dit que c'est des questions de sécurité. À ce jour, de tenir des cours dans des conditions acceptables à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, notamment à la faculté des sciences politiques et juridiques?
Les juristes vont se fâcher, hein, c'est la faculté des sciences juridiques et politiques. Voilà, et très souvent, ils ont tendance à oublier le politique d'ailleurs. Mais dans tous les cas, ce qui est le plus important et qui est à noter, c'est que moi, je ne vois pas ce qui pourrait empêcher que des cours se tiennent à l'université Cheikh Anta Diop et particulièrement à la faculté des sciences juridiques et politiques. Pour une raison très simple. On a eu un chapiteau qui a été brûlé. Chapiteau dans lequel je pense avoir été la dernière à y faire cours. C'était un chapiteau qui était exclusivement dédié à la science politique. D'autres y faisaient secondairement cours, c'est-à-dire d'autres branches. Ils faisaient vraiment de manière subsidiaire des cours. Mais c'est nous qui faisions cours essentiellement, c'est-à-dire le département de sciences politiques. Et ce département existe depuis 2010, 2011 en tant que section et ça a été institutionnalisé comme département à partir de 2019-2020. Et donc, on aurait pu être accueillis par d'autres structures, d'autres amphis dans l'université. Ça ne nous aurait pas empêché de faire cours. L'universitaire n'a que l'espace pédagogique pour s'exprimer. C'est comme un maçon à qui on demande de ne pas penser à toucher le ciment. De livrer des cours à distance, le e-learning. Des cours à distance, on le demande à des universitaires qui sont au niveau de Cheikh Hamidou Kane. C'est une université dédiée pour ça, pour des études à distance. Ça a été pendant très longtemps appelé l'université virtuelle du Sénégal. Et donc, essentiellement, les études se font à distance et ils ont mis les moyens pour que la distance puisse faire effet. Mais l'université Cheikh Anta Diop ne peut pas être en marge de l'évolution technologique. On ne parle pas d'être en marge c'est pas une question d'être en marge de l'évolution technologique, c'est que l'université Cheikh Anta Diop, comme l'université de Bombay, comme l'université Alioune Diop, comme l'université Gaston Berger, ou encore l'université aujourd'hui, je pense, Amadou Mahtar Mbow, ne sont pas pensées avec justement une étude ou des études à distance, avec le distanciel. Ils ont été pensés pour faire des cours, mais vraiment des cours en présentiel. Cela ne veut pas dire qu'on ne sait pas faire des cours à distance, des cours en ligne. Nous le faisons notamment en donnant appui à nos collègues de l'université virtuelle. Mais encore une fois, eux, ils ont été en amont préparés à ça. Les structures dédiées existent. À l'université Cheikh Anta Diop, tel n'est pas le cas. En tout cas, pour ce qui est de la faculté des sciences juridiques et politiques, jusqu'ici, tel n'est pas le cas. On a été préparé et encore une fois, on est dans le présentiel. C'est-à-dire, je viens à l'amphi, j'ai en face de moi des étudiants, je viens en salle, j'ai en face de moi des étudiants et le distanciel n'est pas adéquat pour l'instant. Je ne veux pas dire qu'on ne va pas progresser. Bien entendu, progressivement, il faudrait apprendre à s'adapter aux nouvelles technologies, à l'IA. C'est une évidence. Mais encore faudrait-il qu'on s'y prépare. D'accord. Pour clore ce débat, qu'est-ce qui différencie le collectif des universitaires pour la démocratie à des organisations comme Aar Sunu Élection, comme le F24, entre autres? Le collectif des universitaires pour la démocratie est dans Aar Sunu Élection. Aar Sunu Élection, c'est vraiment une grande entité où d'autres entités sont, notamment Sursaut Sénégal, Appel à la résistance, le CUD et d'autres organisations, les organisations les organisations des acteurs non étatiques, l'ex-Africa, Africa Jom Center, entre autres entités qu'on peut citer, et qui font partie entièrement à Aar Sunu Élection. Et c'est dans cette même posture que se trouve justement le CUD, le collectif des universitaires pour la démocratie, et dans Aar Sunu Élection. Par contre, en tant qu'entité existante, organisation morale, nous avons aussi un programme à dérouler, un programme qui va se dérouler, qui se projette
dans une prospective et puis surtout sur le long terme. Et raison pour laquelle nous avons mis en place d'ailleurs des cadres, des cadres qui vont permettre en fait au volet économique, au volet social, au volet juridique, au volet économique, voire psychologique, de pouvoir en fait proposer des choses, mais aussi surtout de pouvoir recevoir des plaintes venant de ci et de là. Et ne compte pas non plus s'arrêter là. Le collectif des universitaires pour la démocratie compte aussi mettre en œuvre vraiment une structuration qui va lui permettre justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, de participer entièrement au débat dans l'espace public en nous servant de nos armes. Nos armes, c'est avant tout la science, c'est avant tout l'action, mais l'action par le biais de la science. Justement, le Conseil constitutionnel a posé un acte jeudi dernier en publiant une décision après avoir été saisi d'une part par des députés à l'Assemblée nationale et de l'autre par des candidats à la présidentielle initialement prévu le 25 février 2024 à propos de cette proposition de loi qui avait été adoptée à l'Assemblée nationale d'une part et de l'autre le décret du président Macky Sall abrogeant celui qui convoquait le corps électoral pour le 25 février prochain. Le Conseil constitutionnel qui annule la proposition de loi adoptée à l'Assemblée nationale et le décret du président Macky Sall et qui dit que les autorités compétentes doivent organiser l'élection présidentielle dans les meilleurs délais. De manière globale, quelle lecture vous faites de la décision du Conseil constitutionnel? Moi, quand je l'ai eu, j'étais hors de Dakar, j'ai sauté de joie. Je me suis dit finalement, cette tristesse qui nous a animés, tous et toutes, une bonne partie de la population sénégalaise, outre le collectif des universitaires et d'autres organisations, cette tristesse, ce sentiment d'être désarmé, d'être dénudé à un moment donné, parce que c'est comme ça qu'on l'a vu en fait. On a été mis à nu devant la scène internationale. Cette réputation de démocratie qui était en train d'être bâtie au Sénégal depuis les années 60 et bien avant a été mise à nu. Et donc, quand on voit le Conseil constitutionnel, au moment où certains ont avancé, non, il va se dire qu'il est incompétent. Il ne peut pas se dire, je suis incompétent, je suis compétent et je décide d'annuler aussi bien la décision du président de la République que la proposition de loi faite par l'Assemblée nationale. Et donc, l'exécutif, le législatif, et voilà enfin que le judiciaire prenne ses responsabilités. Il prend ses responsabilités à plusieurs égards en se disant être compétent et en tranchant légalement. Parce qu'en fait, il s'est basé, le Conseil constitutionnel, les 7 sages se sont basés sur le droit et on dit le droit. Cette journée-là a été vraiment marquante. Ça a été, je pense qu'on l'a eu le soir. Ça a été une soirée de réconfort. Mais on a sauté de joie sans pour autant se dire que tout est gagné. Parce qu'on est encore là dans une situation d'impasse. On attend que le chef de l'État se décide. Sauf que apparemment, meilleur délai n'est pas compris. Voilà. Soit ce n'est pas compris, soit c'est mal compris, ou c'est compris selon que retenir. Moi, je me dis que là, on fait du dilatoire. Ce qui se passe là, on est dans une situation de dilatoire, on reporte, on prend du temps, on en gagne. Le président a annoncé des consultations. Oui. Quel que puisse être. Il dit prendre acte, mais annonce des consultations. Justement. Mais ce qu'on demande aujourd'hui au chef de l'État, ce n'est pas forcément des consultations qu'il peut faire en marge, peu importe. Les consultations, c'est bien, hein. Il faut consulter, il faut dialoguer, il faut échanger, peu importe aujourd'hui. Il faut discuter, peu importe le terme qu'on utilise. Ce qui est important, ce n'est pas cela. Ce qui est important, c'est d'être dans le droit. On a choisi un texte fondamental, une charte, une constitution sur laquelle on devrait se baser.
une constitution qui doit être, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'âme de notre ordre politique. Et donc, à partir de ce moment, et pas que, juridique aussi, essentiellement. Et donc, à partir de ce moment, on ne doit même pas se dire, je réfléchis de midi à 14h, on suit ce que dit le droit. On suit ce que dit la loi. Mais que dit la loi? Que dit le droit? Le droit et la loi, c'est simple. La Constitution nous a dit depuis 2016, et c'est intangible, la date de l'élection présidentielle, c'est quand? C'est le dernier dimanche du mois de février, tous les 5 ans. Et le mandat du président se termine la veille de la prestation de serment de l'autre président qui entre en fonction. C'est-à-dire cette année, le 2 avril. Il ne faut pas qu'on se leurre ou qu'on essaie de faire encore une fois du dilatoire, de mettre les gens dans une situation d'illogique ou dans une situation peut-être de perte à vue en faisant recours à l'article 35, 36. Non, oui. On est désolé. Ce qui est dit, et c'est très clair. Il se peut qu'il se pose un problème de langue, parce que le texte est écrit en français, mais en plus, je disais tout à l'heure dans une émission qu'on a eu une belle traduction de la Constitution à l'époque de la Constitution sénégalaise, faite notamment par une universitaire du Sénégal, Aram Fall. On n'en parle pas beaucoup, on l'utilise pas, on n'en fait pas. Elle a traduit la Constitution en Wolof. En Wolof. Et ça fait des années maintenant. Elle était universitaire ici à Cheikh Anta Diop. Ce n'est pas évident de comprendre parce qu'il faut avoir un certain niveau pour pouvoir... Oui, mais si on avait communiqué là-dessus, ça aurait eu un impact. En tout cas, il est plus simple de communiquer en Wolof à des gens qui parlent Wolof que de communiquer en français avec des gens qui ne parlent pas français. Et donc, à partir de là, mais ça, c'est vraiment secondaire. Ce qui est central, c'est que là, c'est clair. Il y a une date. Et une date qui est le 2 avril. À partir du 2 avril, il y aura une vacance de poste. Et donc, le président de la République a tout intérêt à tenir les élections du moment où on a dépassé le 25 février, à les tenir le 3 mars. Pour qu'on puisse au moins, on va dire, rester encore dans la légalité. Et de plus, pour qu'on puisse au moins réparer ce qui est encore réparable. C'est-à-dire qu'on essaie de garder cette structuration de la société sénégalaise, mais au-delà, cette construction qu'on avait d'une nation sénégalaise et cette âme qu'on avait donnée à la société sénégalaise et qui a toujours en fait montré une stabilité politique qui rentrait et qui lui donnait une réputation de vitrine démocratique. Aujourd'hui, c'est l'invite qu'on fait au chef de l'État. C'est vraiment à ce qu'il se dise, je suis, c'est le père de la nation. Et en tant que père, il doit s'assurer que sa famille soit dans de bonnes conditions. Et les bonnes conditions peuvent encore être réunies. Mais il y a des juristes qui s'accrochent à une disposition de la Constitution selon laquelle le président en exercice doit rester en poste jusqu'à l'installation de son successeur. Est-ce qu'on peut s'accrocher sur ça et dire que le président Macky Sall il peut rester au pouvoir jusqu'après le 2 avril? Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, tout simplement. Et je ne comprends pas très souvent qu'on dise non, c'est un débat de juristes. Non, ça va au-delà. La Constitution, elle nous mue tous, en fait, et toutes. C'est-à-dire qu'elle nous conditionne, constitutionnalistes ou pas. Après, il faudrait être préparé pour pouvoir effectivement en parler, mais c'est très simple. Là, c'est même pas du droit, c'est du français avant tout, et c'est très clair. Organiser les élections, le premier tour, c'est-à-dire le 25 février, on ne peut plus, donc on s'arrange de telle sorte qu'on puisse faire ça dans les meilleurs délais, et dans les meilleurs délais ne devrait pas dépasser le 3 avril. Le 3 mars, excusez-moi, le 3 mars. Au pire des cas, aller peut-être au 10 mars.
Mais là encore, ça va amoindrir la période de campagne électorale. 21 jours. Justement. Normalement. Est-ce que légalement, on peut compresser cette période-là? Est-ce qu'il y a des dispositions légales qui peuvent permettre cela? Mais justement, c'est ce que je suis en train de dire. La campagne électorale, on n'est pas obligé qu'elle dure 21 jours. Par contre, on est tenu de respecter la vacance de poste à partir du 2 avril. Ça, c'est sûr. Et donc, à partir de ce moment, du moment où on ne peut pas s'empêcher de faire une campagne électorale, et une campagne électorale aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure de nouvelles technologies. La technologie a tellement avancé qu'on a vu des candidats sortir sur des plateformes, parler à leur public et se faire entendre. D'autres aussi sont allés sur le terrain, etc. On leur a empêché d'y aller et d'y aller de la meilleure des manières. Pas plus tard qu'hier, il y a un groupe qui s'est fait gazer apparemment, alors qu'il faisait juste du porte-à-porte. Et on l'a vu avec d'autres, je l'ai entendu d'ailleurs de la bouche de la seule candidate actuellement femme, Anta Babacar, qui s'est déplacée je ne sais pas où et qui s'est fait aussi gazer. Ça a été aussi le cas avec les gens de PASTEF, ou en tout cas de la coalition Diomaye. C'était aussi pareil avec d'autres coalitions. Hier, c'était Khalifa Sall. Mais on est où? C'est une question de liberté, c'est une question de droit. Des gens qui se déplacent, qui vont dans un endroit, s'il n'y a vraiment pas une quelconque entrave à la sécurité, je me demande, mais pourquoi on devrait les arrêter, les gazer de surcroît? Mais pour revenir aux dates dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire à celle du 3 mars et puis à celle du 2 avril, ça, c'est vraiment quelque chose qui est encore rattrapable. Et c'est ce qu'on demande aujourd'hui au chef de l'État. Et même s'il veut signer, comme il nous disait, il nous demandait. Mais sauf que du côté de la majorité, c'est un autre son de cloche. On parle de dialogue à l'issue duquel il faudrait revoir tout le processus pour aboutir à une élection présidentielle inclusive. Est-ce qu'il y a des moyens légaux pour reprendre à ce stade, pour reprendre tout le processus? Le Conseil constitutionnel est là. Tout le temps, j'entends au Sénégal le président de la République gardien de la Constitution. Moi, je me dis, le gardien de la Constitution, c'est le peuple. Et au-delà du peuple, celui qui est censé, l'institution qui est censée vérifier la constitutionnalité d'une loi ou l'inconstitutionnalité d'une loi, c'est le Conseil constitutionnel. Soit on leur fait confiance, c'est-à-dire on fait confiance au mandat qui est aujourd'hui le leur, parce qu'on a désigné 7 sages. On a là fait les représentants du Conseil constitutionnel. Soit on les respecte, soit on ne les respecte pas. Et ne pas les respecter supposerait qu'on puisse penser à un prolongement, à 10 mois encore, à 1 an. Pourquoi pas 5? On se pose la question, pourquoi pas 5? C'est juste une question qu'on peut se poser. Si on en est à se poser la question de dire, oui, il faut un dialogue. On a dialogué avant. Mais pour rassurer, le président Macky Sall, il dit, bon, si je voulais prolonger, j'aurais tout simplement brigué un 3e mandat. Ce serait plus simple pour moi, il le dit. Sauf que ce serait illégal. Ce qu'on n'a pas laissé à Abdoulaye Wade, le président Abdoulaye Wade, on ne peut pas le laisser à un autre. Lui, il pense que la Constitution le lui permet. Non, la Constitution ne lui permettait pas, parce qu'il a eu un premier mandat de 7 ans, de 7 ans qu'il ne pouvait pas d'ailleurs raccourcir sur décision du Conseil constitutionnel. Et on en arrive après au mandat de 5 ans, 2019 à maintenant. Qu'est-ce qu'il veut de plus? Et c'est lui-même qui avait dit 2 rakas, 7 kabar et 5. Et puis c'est fini. Qu'est-ce qu'il veut de plus? Entre-temps, les choses n'ont pas changé. La Constitution n'a pas été retouchée. Et d'ailleurs, elle ne peut pas être retouchée dans la mesure où ce sont des mesures intangibles sur lesquelles on ne peut plus revenir. C'est-à-dire, c'est 2 mandats de 5 ans. Là, c'est 2 mandats de 5 ans. On va rentrer dans cette période-là. Et tout autre homme politique, tout autre président, chef de l'État, ne peut revenir sur cela. Il faut qu'on soit clair et qu'on soit sérieux. Et on ne peut non plus revenir sur la décision du Conseil constitutionnel directement ou indirectement. Et indirectement, on ne peut pas.
Le Conseil constitutionnel a dit dans les meilleurs délais, donc il faut penser à organiser les élections là dans les meilleurs délais. Et les meilleurs délais ne supposent pas de se prolonger dans une prospective de 2 ans, de 10 mois, le temps de consulter, d'être... Non. Et encore une fois, au-delà de la décision du Conseil constitutionnel de la semaine dernière, le Conseil constitutionnel est venu hier en publiant une liste de candidats, de 19 candidats. Parce que tout simplement, une candidate s'est désistée. Et du moment où quelqu'un s'est désisté et qu'ils ont republié une liste nouvelle, ça veut dire que eux, en tout cas, ils sont clairs, comme on dit, ils savent où ils vont, pardon. Du moment où ils savent où ils vont, je suis désolée, on ne peut pas remettre en question les décisions de ces sages. Moi, je préfère les appeler les sages parce que tout simplement, c'est nous et particulièrement le chef de l'État à qui on a délégué notre pouvoir, qui les a mis au poste où ils sont. Vous l'avez dit, Rose Wardini, elle s'est désistée à cette polémique sur sa supposée ou réelle double nationalité. Mais il y a un autre cas, le cas Bassirou Diomaye Faye. Il est toujours en détention malgré le fait qu'il est candidat confirmé par le Conseil constitutionnel dans la liste d'hier. Est-ce que sur cette base, on peut dire que Bassirou Diomaye Faye doit être libéré? Du moment où actuellement il y a quand même une situation de dégel qui se pose, on a libéré 300 et quelques détenus entre la semaine dernière et hier. Et puis la ministre de la Justice, je l'ai entendu parler de 200 et quelques autres libérations en attente. On attend de voir. Et du moment où on est dans une situation de dégel, on peut s'attendre aussi à ce que le candidat Bassirou Diomaye Faye soit libéré. Je dis on peut s'attendre. Sauf que elle-même a dit hier que voilà, c'était au cas par cas, entre autres, sans pour autant rentrer dans les détails. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais à mon avis, et là c'est vraiment, je dis à mon avis, ce serait vraiment inédit, mais pas impossible, qu'un candidat ou une candidate à l'élection présidentielle soit en prison au moment où ses pairs, c'est-à-dire les autres candidats et candidates, sont sur le terrain et battent campagne. Je ne dirais pas que c'est illégal, non, mais je peux dire quand même que ce serait quand même de l'ordre de l'inédit. Mais après, en termes d'inédit aussi, cette situation, elle est inédite au Sénégal. Donc on peut s'attendre à tout. Après, moi je fais partie de ceux qui pensent que la campagne électorale, c'est-à-dire le fait d'être sur le terrain, d'aller de ville en ville, ça ne change pas grand-chose finalement. Ça ne change pas grand-chose finalement parce que tout simplement, ce sont les populations qui jugent, ce sont les populations qui choisissent. Et les populations sénégalaises sont très, très matures. Le peuple sénégalais, encore une fois, est tellement mature qu'il l'est, je pense, plus que ces hommes politiques. Et les politiques ont tendance à l'oublier. Dégel, libération de détenus dits politiques. On parle de contact, parfois de négociations entre le président Macky Sall et Ousmane Sonko. Qu'en pensez-vous? Je sais pas ce que je devrais en penser. Négociation, après la politique a ses réalités. La politique a ses réalités que nous ne connaissons pas forcément si on se tient à notre stade de citoyen. C'est-à-dire que ça rentre dans le cadre de la diplomatie. Lorsqu'il est question de diplomatie, il y a des négociations qui rentrent en jeu et les négociations ne se font pas au vu et au su de tout le monde. Maintenant, je ne dis pas qu'il y a négociation, je ne sais pas du tout. Je pense que je suis au même niveau d'information que tous les autres Sénégalais. Pensez-vous que ça peut participer à apaiser le climat sociopolitique? Ça dépend des intérêts qui muent l'un et l'autre. C'est-à-dire, aujourd'hui, qu'est-ce que ce dialogue-là peut apporter aux deux? Et au-delà, qu'est-ce que essentiellement devrais-je dire? On parle d'élection inclusive. Inclusive, c'est-à-dire le président... Entendement, peut-être c'est pour que Sonko participe à l'élection, idem pour Karim Wade. Le président de la République a son candidat. Oui. C'est Amadou Ba, officiellement.
le président Sonko a son candidat, Monsieur Ousmane Sonko. Officiellement, c'est Diomaye Faye. Et donc, pourquoi chercher autre chose? La liste, elle est claire, c'est 19 candidats. Sonko n'en fait pas partie. Comment il s'appelle? Monsieur Karim Aïssawad n'en fait pas partie. Pourquoi les inclure? Alors que sur décision, même si c'est à tort, encore une fois, la décision du Conseil constitutionnel est que ces messieurs, comme d'autres, dames et messieurs, ne font pas partie de cette liste. Dernière question, cas pratique pour clore cet entretien. Une élection présidentielle avant le 2 avril, mais qu'il se trouve que le second tour doit se tenir après le 2 avril. Est-ce que le président Macky Sall doit rester au pouvoir jusqu'à l'arrivée de son successeur, ou bien est-ce qu'au soir du 2 avril, quelle que soit la situation, le président Macky Sall doit céder sa place? Pourquoi aller au-delà du 2 avril? Si les élections se tiennent le premier tour le 3 avril et qu'on a 2 semaines de campagne, normalement, on ne devrait pas sortir, excusez-moi, on ne devrait pas sortir du mois de mars. Et nous sommes le 21 février, j'ai consulté tout à l'heure mon calendrier, mais nous sommes le 21 février. Effectivement. Nous sommes à presque une dizaine de jours du 3 mars. Du 3 mars. Effectivement. Après, c'est pour cette raison que, justement, nous demandons au chef de l'État de prendre une décision et surtout de prendre la bonne décision, c'est-à-dire d'organiser le plus rapidement possible ces élections. Et nous lui avons proposé, à partir du grand collectif Arsuno Élections, un calendrier. Et ce calendrier, c'est la date du 3 mars comme premier tour des élections. Et il y a une belle sortie qui est aussi prévue, d'autres parlent de pot de départ, entre autres. Mais ce qui est important, c'est que ces élections se tiennent, mais le plus rapidement possible. Et la date qui s'y est, et qu'on a proposée, c'est ce 3 mars-là. 3 mars, pour ne pas dire 25 février, parce que 25 février, ce n'est plus possible. Oui. Vous le savez aussi bien que moi. Mais après, il y a une porte de sortie. Si le président Macky Sall décidait aujourd'hui de sortir ce soir, demain, pour dire oui, on va les organiser, on les organisera. On les organisera. Et ça se fera de la meilleure des manières. Le Sénégal est habitué à organiser des élections et des élections présidentielles. On a un fichier électoral qui est disponible depuis hier. Donc, qu'est-ce qu'on attend? Et je pense qu'aujourd'hui, s'il y a quelque chose à dire, et pas de manière prétentieuse, au président de la République, c'est vraiment lui rappeler son rôle et ce qu'il a aussi à jouer en termes d'avenir. Le Sénégalais a la manie d'oublier très rapidement, et d'oublier très rapidement d'ailleurs le mal, et pour s'arc-bouter sur le bien. On oublie très souvent ce qui s'est passé entre 2011-2012, le changement de la Constitution s'agissant justement de la vice-présidence et du quart gagnant, etc. On a tendance à l'oublier. On met l'accent sur l'événement en tant que tel, le 23 juin, sans pour autant marquer l'attention sur ce qui se passe derrière. Et on magnifie très souvent l'homme démocratique que Abdoulaye Wade est. Et a toujours été. Donc, Macky Sall peut s'en sortir en gardant une bonne réputation d'homme démocratique et au-delà de quelqu'un qui a eu à travailler, parce qu'on ne peut pas être nihiliste. Il ne faut pas aussi se dire non, il a fait des choses et il a fait son temps. Et son temps se termine le 2 avril 2024. Docteur Ndeye Astou Ndiaye, c'était un plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau de Seneweb. Votre mot de la fin? Le mot de la fin, ce sont des remerciements, des remerciements à votre égard. Donc, merci beaucoup, Monsieur Diallo, pour cette invitation. Et puis, au-delà aussi, vraiment prier, si on en a la possibilité, prier les parties prenantes, vraiment les acteurs politiques, à faire vraiment passer en avant, ipso facto, l'intérêt général, l'intérêt des peuples sénégalais, l'intérêt de la nation sénégalaise. Et cet intérêt-là, il ne dépend que d'eux actuellement, en fait. Il ne dépend que d'eux parce qu'il suffirait d'une date pour que tout le monde s'y accorde et qu'on oublie cette mauvaise passe
qu'on a eu à dépasser, qu'on a eu en fait, et on va dire dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Oui. Voilà, on pourrait l'oublier et passer à autre chose. Merci beaucoup, docteur Ndeye Astou Ndiaye. Et excusez-moi aussi, je tiens vraiment à dire une chose, c'est par rapport à l'université. L'universitaire n'a que son amphithéâtre et ses salles pour faire ce qu'il aime. C'est une passion, c'est un amour. On ne peut pas continuer à fermer l'université Cheikh Anta Diop indéfiniment. On ne peut pas dépendre du calendrier politique. Les étudiants ont besoin de regagner l'université, de regagner leur campus pour être étudiants et pour ne pas être des immigrés clandestins, irréguliers, pour ne pas être des femmes de chambre ou encore des dames de ménage. Ce sont des étudiants et ils ont droit à l'éducation et à l'éducation supérieure. Merci beaucoup, docteur Ndeye Astou Ndiaye. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférence titulaire à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'était pour nous un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Abdoulaye Seck était à la régie. Merci de nous avoir suivis et restez fidèles à nos programmes. Merci.